la caméra, mais tu sais, là, on jase. Ton message que tu voulais passer, c'était... Puis tu sais, tu peux me regarder moi. Je te regarde toi, pas la caméra? Non, tu peux me regarder moi. Puis je vais me mettre juste à côté de la caméra, comme ça il n'y a pas un gros gaffe, là. Le message que tu voulais passer, dans le fond, c'est que... La guérison est possible. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'on entende parce que je sais que... Pas de problème. Puis, je vais répéter. Parle un peu plus fort si possible. Au cas où ça s'entend. Oui, on recommence. Puis tu sais, comme on n'a pas de micro, essaie-le avec une voix normale, mais tu sais, un peu plus... Un peu qui porte plus. Exactement. Ok. Donc le message que j'aimerais faire passer, qui est très important pour moi, c'est que la guérison est possible. Parce que je sais ce que c'est que traverser une maladie mentale ou avoir un défi au niveau de la santé mentale. Je préfère parler de santé mentale. Et c'est extrêmement dur parce qu'on perd l'espoir. Et on n'y croit plus, on a l'impression que ça va jamais finir. Et on a des idées noires, des idées même suicidaires, des fois même on tente de mourir parce qu'on ne voit plus l'issue. Et donc le message pour moi c'est la guérison est possible et j'aimerais vraiment qu'on l'entende et qu'on y croit parce que c'est une expérience, c'est vrai. C'est comme... et si je suis arrivée à ça, vraiment n'importe qui peut y arriver. Donc, mettons que si on prenait ça, puis c'est très bien dit, si on prenait ça en plus court, c'est que la guérison est possible, t'en es la preuve, tu sais, que justement, avec que même si les idées noires nous habitent, même si on a l'impression qu'on ne surmontera jamais ça, c'est possible d'y arriver. Oui, à 100%. C'est comme, genre, j'ai fait plus de 12 tentatives de suicide dans ma vie. Je dis pas ça avec fierté, je dis ça en espérant aider quelqu'un d'autre. Et je suis pas en train de défendre le suicide, de justifier le suicide, absolument pas. J'essaie juste de dire que... J'essaie juste de faire en sorte qu'on puisse comprendre et on ne choisit pas la mort en fait, parce que la plupart des gens en fait qui tombent dans ça, moi je suis une grande amoureuse de la vie, donc au contraire c'est des gens qui aiment la vie, qui sont amoureux de la vie, donc c'est absolument pas une faiblesse, parce que la puissance qu'il faut, genre la façon dans la personne ou dans moi-même, genre j'ai lutté, j'ai résisté. Tu sais, si on me voyait complètement, je sais pas moi, affalée, assommée, et puis on a l'impression que je faisais pas d'efforts, c'est au contraire parce que la résistance était énorme et que c'était une grande guerre intérieure contre moi et que j'ai réussi à transformer pour faire quelque chose pour moi et non plus contre moi. Donc j'aimerais vraiment qu'on entende que je ne justifie absolument pas le suicide, j'aimerais juste qu'on le comprenne et que c'est des gens qui sont amoureux de la vie, que moi je l'étais en tout cas, et je sais que je crois fermement, que je suis convaincue que les gens concernés aussi. Et j'ai jamais fait de suicide, on va dire, radical, mais j'ai fait quelque genre... genre, je sais pas, moi j'ai pas sauté du 4e étage, mais j'ai fait des choses extrêmement dangereuses qui auraient pu être plus que suffisantes ou pour me nuire gravement ou pour me tuer. Et je suis très très reconnaissante à la vie avec un grand V d'avoir survécu, d'être aujourd'hui vivante, et j'aimerais vraiment que les gens qui vivent ça actuellement entendent qu'on peut dépasser ça. Et vraiment, c'est vraiment ça mon message. Puis, toi dans le fond, ce que j'ai compris aussi que tu me disais, c'est que on parlait de santé mentale tantôt, on disait que ça pouvait atteindre n'importe qui. Oui, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Parce que c'est vrai qu'il y a entre guillemets, moi j'aime pas trop les étiquettes, mais c'est important, des fois ça aide à s'accepter, des fois ça aide à mieux comprendre quelque chose ou à mieux aller vers, on va dire, l'aide appropriée qui existe actuellement pour régler une problématique donnée. Mais même si on va dire que peut-être bipolaire ou borderline ou qu'importe l'étiquette, c'est dû peut-être des fois au milieu, à ton historique, etc. Mais il y a des pathologies qui sont dans le cadre de bipolaire ou de borderline, par exemple, que des symptômes comme la dépression ou le surmenage qui, à l'époque actuelle, peuvent toucher n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Donc, même la personne qui se sent très très loin de ça, moi je connaissais absolument pas la maladie mentale. Moi c'était du chinois pour moi. Et j'étais dans l'autre extrême. J'étais quelqu'un qui, surtout quand je suis arrivée ici au Canada à l'âge de 19 ans, j'avais 6 cours, je faisais des simulations comme l'ONU, organisées par Harvard à Vancouver, j'organisais des spectacles, j'aimais voyager, etc. Et donc, passer d'un extrême à l'autre, là, je m'y attendais pas, je connaissais même pas... Genre quelqu'un qui aurait vécu une dépression, j'aurais été empathique avec lui, mais je reconnais que j'aurais pas été capable de le comprendre. Donc oui, des fois, en tant que personne qui a vécu ça,
On peut blâmer une personne de ne pas nous comprendre, d'avoir des préjugés pour ça, mais il faut reconnaître que même une personne elle-même qui a une maladie mentale a aussi des préjugés elle-même et sur sa maladie mentale. Et elle aussi, elle vit ça dans la honte, dans le non-dit, dans le tabou, et donc c'est à elle de dépasser ça. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, pour que justement, parce que si nous-mêmes on dépasse le tabou, la honte, le non-dit, ben notre pouvoir est sur nous. Qu'importe ce que l'autre pense, dit, fait, c'est pas ça qui est important. Donc oui, j'aurais jamais compris une personne, j'aurais été très empathique parce que je me connais avec une personne qui a une dépression par exemple, mais j'aurais jamais pu le comprendre. Il faut vraiment l'expérimenter pour pouvoir comprendre que c'est pas une question de volonté mais de capacité. Et après pour pouvoir voir comment s'en sortir, parce que moi par exemple, je suis assez bonne dans tout ce qui est introspection, plus intellectuelle que émotive. Là, j'apprends plus à être au niveau de l'émotion, donc mon introspection est très poussée sur le plan intellectuel, mais défaillante au niveau des émotions. Je suis très bonne pour articuler les choses, communiquer, faire de l'analyse, accepter ma vérité. Et c'est pas des facultés que tout le monde a développées ou que tout le monde se sent capable de développer ou a envie de développer, parce que c'est très dur de se voir en face. Et donc, le problème, c'est que moi-même, avec tout ça, j'étais pas forcément plus capable de m'en sortir. Et c'est là où la thérapie, justement, est venue m'aider. Parce que c'est comme si tu es dans un puits, parce qu'après, moi, on me blâmait plus. Parce qu'on me dit, si tu comprends ta situation mieux que tout le monde, pourquoi tu t'en sors pas? Et je disais, c'est comme quelqu'un qui est tombé dans un puits. Donc après, je suis assez bonne aussi pour donner des images. Oui, au bout d'un moment, il sait pourquoi il est tombé, comment il est tombé. Il sait qu'il est au fin fond du trou dans l'obscurité. Il sait comment il est censé remonter. Mais ça ne veut pas dire qu'il est capable. Ou comme quelqu'un dans un sable mouvant. Et après, tout l'équilibre, c'est comment tendre la main à cette personne dans le sable mouvant ou dans le puits pour l'aider à s'en sortir, mais sans se mettre soi-même en danger. Parce que tu tends un bâton, mais après c'est elle qui activement, donc avec la thérapie, c'est vraiment, c'est pas quelque chose que tu subis de façon passive, c'est vraiment quelque chose que tu fais de façon active pour commencer à faire des choix différents. Dans le sens, tu n'es plus en réaction dans ta vie, tu réponds à la vie, donc tu réagis pas. Et donc tu fais des choix qui sont souvent à l'opposé de ton fonctionnement, parce que ton fonctionnement passé qui a garanti ta survie dans un contexte donné, tu ne te permets plus en fait dans ta nouvelle réalité de fonctionner du tout. Donc avant tu subissais ta vie, maintenant il faut que tu deviennes acteur de ta vie, il faut que des fois que tu changes ton fonctionnement à l'opposé. Et si tu es capable d'intégrer ça, ben là tu reprends du pouvoir. Et la médication, oui c'est important, c'est juste, entre guillemets, une béquille. Et beaucoup croient que c'est une béquille qu'on garde forcément à vie. Actuellement, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais moi, je n'en prends plus. Et je vais encore confirmer ça avec le médecin, parce que moi, j'ai pris la responsabilité en mon âme et conscience d'arrêter, on va dire, sans que le médecin me dise la confirmation. Ça, normalement, j'aurais pas dû. J'aurais jamais osé faire ça il y a même pas, on va dire, 6 mois. Et parce que je sens une grande stabilité en moi. Donc c'est quelque chose que j'ai fait de façon responsable et que je vais reconfirmer avec le médecin. Mais c'est juste pour dire que oui, la médication est importante et ça m'a aidée à me stabiliser, surtout dans mon cas à moi, les stabilisateurs d'humeur, pour plus être réceptif à la thérapie. Mais c'est juste pour le message, c'est pas que c'est pas important, le message c'est que l'être humain n'est pas né pour manger de la médication. Et là, je le suis rendue moi autour de moi, c'est pas que je cherche des gens qui n'en prennent pas de qui prennent des médications, je suis rendue à chercher des gens qui n'en prennent pas des médications. Et ça, c'est pas normal. Il n'y a personne qui n'est malade mental, il n'y a personne qui n'est même fou, même si ça n'a rien à voir la maladie mentale et la folie. Et donc, c'est pas normal de penser qu'en 2019, l'être humain est fait pour vivre à vie avec des produits chimiques. Donc, c'est juste pour dire oui, c'est important par rapport aux enjeux actuels, mais on peut aussi vivre sans. C'est pas parce que... Mais tout ça, c'est comme un juste équilibre, il faut bien se sentir, bien se connaître et faire confiance à son médecin. Donc, et si on n'est pas dans un cas de psychose, on est très lucide sur sa situation, on est très actif et responsable, donc c'est quelque chose on a un consentement, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit avec le médecin. Lui, il a une vue beaucoup plus objective, il est à l'extérieur, il s'y connaît plus et tout, mais c'est vous qui vous sentez à l'intérieur. Et donc, les deux côtés de la balance sont importants. Puis, j'ai beaucoup aimé l'image du puits. Je trouve que ça illustre bien, en effet, c'est comment... premièrement, tout le monde pourrait tomber dans le puits. Exact.
Tout le monde sait, on saurait justement comment on est tombé, peut-être pourquoi on est tombé, sur quoi on a trébuché, ce qui est arrivé, peu importe, une décision qu'on a prise en quelque part ou un événement qui est arrivé. Mais ça veut pas dire qu'on sait comment s'en sortir et surtout, justement, les personnes qui sont là pour t'aider, il faut qu'elles fassent attention de ne pas tomber avec toi, un peu comme les proches aidants justement dans beaucoup de situations, mais c'est beaucoup le cas en santé mentale. Oui, qui- pardon. Vas-y. Parce que, oui, les proches, ils souffrent aussi beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais dire parce que la maladie mentale n'est pas encore suffisamment connue. C'est quelque chose qui les déstabilise du jour au lendemain. Et en fait, ils ont du mal à comprendre. Il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'ignorance. Donc, du jour au lendemain, pour eux, la personne, elle est dans un état chaotique et ils sentent un sentiment de détresse et d'impuissance terrible. Ça leur fait beaucoup de mal. Donc, ils vont eux-mêmes tomber dans leur faille, dans leur pattern. Donc, ils vont commencer à blâmer la personne ou se détourner d'elle parce qu'ils ne supportent pas d'être confrontés à ça. Personne n'aime se sentir impuissant. Et le problème, c'est plus on appuie sur la personne en mode vas-y, t'exagères, tu fais rien, blablabla, plus on appuie sur son sentiment d'impuissance à elle-même, on lui met une pression encore plus sur une pression qu'elle sent déjà. Donc, seul celui qui porte la charge est capable de sentir combien elle est lourde. Donc, c'est juste pour que tout le monde, là, parce qu'après, ça devient un engrenage de fou et plus personne ne sort de rien parce qu'après tout le monde est coincé dans le dieu souffrance en fait qui dicte la conduite à tout le monde et ça devient chaotique. Et donc après même les proches peuvent d'une certaine façon un peu tomber dans le puits. Ce qui est important de savoir c'est que oui, le puits on n'y tombe pas parce qu'on veut tomber. Il n'y a personne qui veut tomber dans un puits, il n'y a personne qui aime rester malade, il n'y a personne qui veut vivre malade. C'est comme si tu marches, boum, tu le vois pas, tu tombes dedans parce que c'est vraiment comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je ne vais pas donner d'exemple parce que les anecdotes sont variables de personne en personne. J'essaie juste de dire que qu'importe l'anecdote ou le cheminement, voilà un peu, ça se passe un peu, derrière l'anecdote c'est pareil un peu pour tout le monde, il y a des similitudes. C'est que tu passes d'un fonctionnement à un autre et les deux fonctionnements sont des fois même carrément opposés ou sont différents en tout cas, même si c'est pas forcément opposé. Et donc comment tu fonctionnais avant, dans ta nouvelle réalité ça marche plus. Et donc ça peut être un choc, ça peut être plusieurs chocs, ça peut être progressif. Moi, ça a été un seul choc. Donc c'est vraiment, j'ai même appelé ça, parce que j'ai écrit un livre, j'ai même appelé ça la chute d'Ève. Donc dans le sens, en faisant référence à la chute d'Adam, pour dire, pour utiliser cette image, pour dire à quel point j'ai vécu ça comme... c'est comme si, voilà, ma réalité, je me rends compte que ce n'est pas où je vivais, que ce n'était pas la réalité, et puis même la réalité que là maintenant je vois, c'est juste une réalité. Donc c'est vraiment comprendre qu'on tombe dans le puits on n'arrive pas à sortir parce que notre fonctionnement passé ne marche plus, on ne sait pas comment s'en libérer et comment développer un autre. Et c'est là où la thérapie vient aider et où les médicaments t'aident pour être réceptif à la thérapie. Mais le but là, c'est pas de croire qu'on est obligé de prendre des médicaments à vie ou que la thérapie ça aussi c'est à vie. Mais c'est vraiment du cas par cas parce que ça dépend du rythme de chacun et tout. Donc je dis juste que tout est important mais que voilà. Si tu avais un message, dans le fond, à donner, on s'en était parlé un peu, puis je pense que, tu sais, on voulait donner, mettons, un message court qui ressemblerait à... ouais, parce que je veux pas te mettre des mots dans la bouche non plus, là. Mm-hmm. Mais, mettons ce qu'on s'était dit, idéalement, ce serait, tu sais, un message d'espoir, faut que ça reste court, mais, tu sais, qui ressemblerait à... tu sais, je m'appelle Mariam. Je m'appelle Mariam... on pourrait dire... est-ce que tu peux encore dire... Est-ce que tu es encore à l'aise de dire que tu as un trouble à personnalité limite? Oui, je pense... Je suis toujours dans la TDC. Okay. Tu sais, moi, je sais pas à la vérité s'ils ont vraiment mis le mot... Mais c'est quand même le mot, on va dire, qui est resté, même si l'étiquette, là, elle n'est pas... Ouais. Elle n'est pas cachetée, tu sais, parce que c'est avec ça que j'ai eu mes aides, j'ai eu mes thérapies, etc. Et c'est vrai que j'ai les mêmes défis que les gens qui ont un trouble de personnalité limite. Ça veut dire que c'est une crise identitaire. Moi, en fait, c'est vraiment... j'ai tout... Depuis ma naissance, et mes parents ne se sont pas rendus compte que... Eux, ils essaient de guérir via moi. Et c'est ça que l'erreur que font beaucoup de parents, ils veulent guérir via leur enfant. Donc moi, en fait, j'existais toujours via quelqu'un. Donc j'étais responsable des émotions des autres, le bonheur des autres, leur sentiment d'être important, leur bien-être passait toujours avant le mien. Et dans la vraie vie, là, quand tu es entouré par des parents dysfonctionnels mais bienveillants, ça passe. Mais dans la vraie vie, là, les gens ne sont pas juste dysfonctionnels, ils peuvent être aussi malveillants. Donc exister via quelqu'un qui peut pas forcément être bienveillant envers toi,
toi tu n'existes pas, tu n'es pas importante, tout se fait à ton détriment. Et en plus, tu es pas traité dignement. Et donc, ce qui fait que exister via quelqu'un, c'était comme si dans mes relations, c'était l'éthique de l'autre qui garantissait en fait les liens que j'avais avec les gens. Donc en fait, je dépendais entièrement si la personne est éthique ou elle l'est pas, si elle a des principes ou des valeurs, religion ou sans religion, on s'en fout, mais si elle en a ou pas. Et donc, et ça, c'est horrible parce que du coup, mon pouvoir n'était pas en moi. Et la thérapie, elle m'a aidée à ce niveau. Et c'est pour ça que je continue encore à la faire, pour reprendre mon pouvoir sur moi-même, pour établir des limites saines, c'est-à-dire oui, je respecte l'autre, mais je me respecte moi aussi, je me priorise moi et c'est sain, tout en respectant l'autre, sa réalité, ses émotions, etc. Donc j'ai appris à me valider moi-même et à ne pas attendre que l'autre me valide pour que je me valide. Parce que moi, des fois, je comprenais tellement l'autre que c'était rendu que on me comprenait pas moi. Et donc moi, ça me faisait de la peine parce que je donnais raison à l'autre et finalement, parce que j'ai donné raison à l'autre, c'est que moi, j'avais forcément tort, ce n'était pas du tout le cas. Donc je commençais à sentir que même tous mes dons, parce que je faisais pas les choses de façon... J'essayais d'être une bonne personne, mais j'appliquais pas ça de façon saine pour moi. Je commençais à sentir avoir une certaine intelligence ou c'était plus une bonne chose parce que ça me détruisait au lieu de me construire. Donc oui, je sais que ça c'est quelque chose que je travaille encore, j'arrive pas à résumer. S'il y avait un message, je pense, qui est très important, là, surtout qu'on est en train de faire un teaser, là, c'est on peut guérir. C'est vraiment ça mon grand message. J'ai développé un problème de santé mentale. On a mis longtemps le mot bipolarité parce que j'ai de graves troubles d'humeur. Et maintenant un trouble de personnalité limite parce que j'ai eu un défi au niveau de mon identité, à tous les niveaux. Elle n'était pas du tout construite. Si j'existe bien quelqu'un, j'ai aucune identité à part des valeurs solides. Ça oui, mais tout le reste non. Mes réactions. Donc tout ça, oui, je suis très proche de ce qu'on va appeler une personne qui a un trouble borderline. Et j'ai développé un trouble du mouvement. Donc, ils ont considéré que c'était plus un trouble fonctionnel parce que neurologiquement, mon examen était bon. Donc ça m'a donné de l'espoir. Mais ça fait peur aussi de se dire un trouble fonctionnel parce que du coup, on ne sait pas trop comment on sort de quelque chose qu'on ne sait pas trop identifier. Mais ça donne plus d'espoir parce qu'un trouble neurologique, en général, on ne sait pas comment guérir ça. Donc, beaucoup de choses. Ma tête, c'était la confusion, c'était toujours le nucléaire H24, c'était les hauts et les bas émotionnels, et tout ça a réussi à se stabiliser. Donc si autant mon physique qui a été impacté à cause de ma santé mentale, et ma santé mentale actuellement, Dieu merci, j'ai réussi à dépasser ça en lâchant pas. Donc c'est vraiment la persévérance. Dans mon cas, la foi, ça c'est quelque chose que je ne peux pas nier, et c'est la foi maintenant qui m'aide au niveau de la confiance en moi, parce que j'ai un grand problème pour avoir... là, je ne l'ai plus, mais c'est quelque chose que je travaille à renforcer pour avoir confiance en ma valeur et en mes capacités et exister par moi-même, pour moi-même. Donc, être en dehors de moi et pas juste être piégée dans mon monde abstrait, parce que je suis très puissante sur le plan de l'abstrait, mais je me suis toujours ressentie incapable. Dans le concret, j'avais toujours besoin de quelqu'un, même si dans la période 19-22 ans, je faisais plein de belles choses, mais c'était toujours parce qu'il y avait quelqu'un avec moi, parce que moi, je suis très bonne pour mobiliser les gens. Et donc... Et en plus, même ma thérapie actuelle, elle est focusée beaucoup actuellement sur ma vie matérielle. Donc, et même les traumas, parce que moi, pendant tout ça, l'erreur que j'ai faite, parce que moi, quand je suis venue au Canada, je ne suis pas venue pour le système, je ne le connaissais même pas, je suis vraiment venue pour le pays. Et donc, quand je me suis retrouvée